Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Paris et vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée. La réforme des retraites, c'est cette semaine que beaucoup, voire tout se joue. À la fin de la semaine, la réforme sera sur les rails ou la situation intenable. C'est un bon résumé. J'espère que ce sera l'option 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre a annoncé, présenté ce qu'il appelle l'architecture générale du projet et donc l'atterrissage, l'arbitrage sur un certain nombre de questions qui demeurent encore dans l'atmosphère. Donc dans 2 jours, on en saura plus sur les contours mais aussi le contenu. On doit effectivement connaître l'intégralité du projet mercredi, c'est ce que nous promet le Premier ministre. Que va-t-il rester de la réforme? Si l'on retarde l'entrée en vigueur, on fait de nouvelles particularités sur les régimes spéciaux, on fait des compensations financières sur les enseignants, les ambitions sont réduites. Alors, j'ai bien lu votre article. Je ne crois pas que les ambitions se réduisent ou se rétrécissent. On est dans un moment d'atterrissage de cette réforme sur laquelle le gouvernement concerte maintenant depuis de longs mois. Je pense que déjà, si on arrive à passer d'une refondation vers un système à points, ce sera quelque chose de beaucoup plus lisible pour les Français. Il restera, je vais vous dire en un mot, quelque chose... Le niveau le plus... je dirais plus faible dénominateur commun. C'est bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est le plus faible dénominateur commun. En même temps, c'est l'engagement, je l'ai relu ce matin avant de venir, noir sur blanc, engagement pris par le président dans son programme de mettre en œuvre cette réforme par points, sans pour autant avoir nécessairement une mesure budgétaire. Au prix du courage, au prix de la popularité, au prix de la grogne des Français, on le voit bien, et à un prix qui sera certainement important dans l'opinion, mais je crois aussi au bénéfice du courage. Et un prix qui sera aussi important pour le budget. Oui, alors ça, vous savez, on a déjà payé pas mal de choses, notamment l'an passé. Il y a eu pas mal d'investissements forts en matière de pouvoir d'achat. Je rappelle toujours, parce que ça arrive en janvier, la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu qui va arriver de façon sonnante et trébuchante dès janvier. Je pense que ce qui va rester, si vous voulez, c'est la volonté que nous avons, notamment sur les femmes, notamment sur les commerçants, les indépendants, notamment sur les agriculteurs, de parvenir à niveler par le haut ces toutes petites retraites. Et donc je pense que ce qui restera sera quand même une réforme de justice sociale, et je crois à ça. Et pas de retour à l'équilibre du nouveau régime. C'est difficile pour moi. Dans un deuxième temps. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps. Je ne suis pas certaine de là où on va atterrir encore mercredi. Je ne suis que parlementaire. Je serais très étonnée qu'il n'y ait absolument aucune mesure budgétaire. Je pense qu'il peut y avoir un début de trajectoire ou une convergence ou des objectifs. Donc je ne pense pas que le sujet budgétaire sera oublié ou en tout cas ne sera pas cité. Après, je pense, comme l'a dit assez trivialement mais très justement Gérald Darmanin, qui sait de quoi il parle, faisons attention sur cette refondation du système, à pas braquer, compte tenu de l'inquiétude qui est parfois légitime, braquer pour de seuls motifs budgétaires. Il l'a dit, ne soyons pas bêtement budgétaires, il faudra l'être un peu, mais ne le soyons pas de façon trop massive. Trop dogmatique. Ou dogmatique. La principale question, en tout cas l'une des principales, c'est que va faire la CFDT et son patron Laurent Berger? Tout est possible. Connaissant leur attachement... C'est lui que vous ciblez? C'est un ciblé, je ne sais pas, en tout cas c'est un partenaire avec lequel nous parvenons à discuter. Jean-Baptiste Djebbari le rappelait encore ce matin, on est parvenu à avoir encore des discussions avec la CFDT et l'UNSA, faut-il le rappeler. Donc on a 3 options, soit il est satisfait de l'ambition posée par le Premier ministre, c'est encore possible et j'y crois encore, soit il est un peu déçu, soit il est radicalement contre. Je pense que la dernière option... Beaucoup dépend de lui? Je pense que beaucoup dépend de la façon dont ce gouvernement, après 2 ans et demi, ça fera 2 ans et demi pour les parlementaires le 17 décembre qu'on est élu, je pense qu'il faut, au-delà des mots, il faut des preuves aujourd'hui d'amour, d'attachement, d'écoute auprès des partenaires sociaux. Vous en avez manqué, le gouvernement en a manqué? Nous en avons manqué au début, nous sommes allés très vite sur de nombreux sujets, parce que c'était nécessaire, parce qu'on l'avait annoncé, mais on a manqué d'écoute. Je veux dire, l'année dernière, les Gilets jaunes, c'était une preuve flagrante d'un défaut de méthode. Et donc je pense qu'effectivement, ce que cherche, je ne sais pas si c'est ce que cible l'exécutif, mais avoir l'assentiment ou de moins, imaginons le soutien du premier syndicat aujourd'hui devant la CGT, je pense notamment au secteur privé, puisque la CGT est premier sur la fonction publique, ça n'est pas anodin et c'est pour moi très important par rapport à l'image aussi de la méthode de la majorité et du gouvernement. La majorité, justement, elle est totalement soudée sur ce projet. Vous le dites, vous n'êtes pas tous forcément d'accord sur les discussions qui ont eu lieu, le temps de la négociation qui a été long, vous le soulignez. Il a été long. La majorité, je pense, est unie
sur le fait qu'il est courageux, ambitieux et donc quelque part, avec des guillemets, on peut être fier aussi, en tout cas c'est mon sentiment, d'appartenir à une majorité qui a ce courage de refonder ce système à mi-mandat. Il y a une partie de la majorité qui est encore inquiète. Je pense notamment à mes collègues dans les territoires ruraux qui sont très à l'écoute aussi de la situation des agriculteurs. Je pense aussi à mes collègues de l'éducation nationale qui regardent de très près la situation des professeurs. Donc je dirais qu'on a des jugements un peu différents, mais globalement, l'ensemble de la majorité est derrière l'exécutif pour refonder le système. J'ajoute une chose. La majorité n'est pas insensible. Et là aussi, c'est un avatar du courage pour moi, au fait que nous avons le courage de mener cette réforme, en tout cas de la porter et de la présenter avant les prochaines élections et non avant après. les municipales. Il a été un temps dit qu'effectivement, que ce serait après, et c'est avant. On allait franchir l'obstacle avant de présenter la réforme. Mais voilà, la politique, c'est parfois difficile. Le courage, c'est pas une notion anodine. Mais là, le calendrier de ces derniers jours, il est quand même, on joue un peu avec les nerfs des Français. Je ne crois pas que ce soit du tout l'objectif d'Édouard Philippe, qui plus est, avec l'expérience qu'il a, notamment de Mais 95. le résultat est là. Je suis pas sûr. Je pense que, vous savez, je me suis beaucoup questionné ce week-end sur et si nous avions fait l'inverse, c'est-à-dire et si Édouard Philippe avait parlé jeudi, le jour des grèves, qu'aurions-nous dit? N'aurions-nous pas dit que l'exécutif cherchait à écraser les manifestations populaires? N'aurions-nous pas dit que le gouvernement n'était pas courageux et voulait couper l'herbe sous le pied des syndicats? Donc je pense qu'il est sain, dans une démocratie, de laisser le temps de la manifestation et ensuite le temps du politique. Vous évoquiez par exemple les enseignants. Comment expliquez-vous qu'on en arrive à des simulateurs que vous qualifiez vous-même de simulateurs de grève? Tout à fait. Et d'avoir laissé passer des informations que vous qualifiez de totalement erronées, sans avoir pu expliquer clairement avant ce qu'il en était. Alors, il y a deux choses, et je vais le redire comme je l'ai dit plusieurs fois. La chose que moi j'attends dans les jours qui viennent, à maxima c'est un simulateur, à minima ce sont des cas concrets. Vous savez, on ne peut pas reprocher à l'opinion d'être inquiète dans la mesure où globalement c'est très humain de s'inquiéter quand on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc l'inquiétude est relativement légitime et donc il est indispensable, si on veut démontrer que notre proposition est juste et viable, qu'on soit en mesure d'aligner des cas concrets au même titre que les syndicats le font. À défaut de cas concrets et à défaut d'architecture, de nombreux simulateurs ont éclos et c'est assez normal. Et aujourd'hui, les chiffres donnés sont faux. À ce que l'exécutif présente des cas concrets. Des cas concrets. Ouais. Ça, dès mercredi, le plus rapidement doit le faire très vite. Le plus rapidement possible. J'ajoute sur les enseignants, et je vais prendre juste l'exemple du budget, mais c'est aussi mon tropisme. Vous savez, j'essaie de décorréler un peu un sujet qui est l'attractivité des métiers, éducation nationale et hôpital, et la réforme des retraites. On mélange un peu tout parce que la réforme des retraites par points impacterait directement les professeurs. Ça fait des années qu'on parle de cette corrélation. Ils ont raison pour certains, moi je suis assez d'accord avec ça, parce que ça fait des années qu'on dit qu'on va revaloriser le salaire et les primes des fonctionnaires. Je rappelle qu'un enseignant en primaire a 4% de primes, en secondaire 9% de primes, 22% de primes en moyenne dans la fonction publique. On ne peut pas les loger à la même enseigne que les autres fonctionnaires. On ne peut pas, ça n'est pas viable. Et ça fait des années, salariés. 2016, le gouvernement Hollande, 2016, l'augmentation de 300 € des salaires des enseignants, ça n'a pas été budgété, c'est budgété, ce sera effectif en janvier 2020, mais là aussi, on met en place des augmentations décidées précédemment qui n'étaient pas budgétées. L'objectif numéro 1 aujourd'hui, c'est l'apaisement ou la réforme? Oh, je vais éviter la palissade, je dirais une refondation apaisée, mais vous allez me dire que c'est de la langue de bois, mais j'y crois assez. Je crois qu'il faut aller au bout et je ne crois pas que ce soit antinomique avec l'apaisement. Je crois à l'intelligence du peuple français. Vous savez, on n'arrête pas de citer des chiffres ces derniers jours. Une majorité des Français est favorable à un changement de système et un système plus universel sans pour autant dire uniforme. Ça, c'est une réalité et je ne suis pas sûr que les gens qui soient dans la rue aujourd'hui, la semaine dernière, soient dans la rue uniquement pour la défense des régimes spéciaux. Beaucoup sont aussi dans la rue par crainte, par angoisse, parfois par tétanie de l'avenir. Il ne faut pas tout mélanger. J'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je travaille, 20 ans qu'on me parle des retraites. Voilà, c'est bien qu'il doit y avoir un problème. Gérard Larcher, président du Sénat, parlait ce week-end de la parole présidentielle. Il disait, la parole présidentielle, le président ne se rend plus compte que le pays ne le croit plus. C'est grave. J'ai beaucoup de respect pour Gérard Larcher, donc je suis toujours un peu gêné aux entournures parce que je n'aime pas commenter ses analyses. Il a beaucoup plus d'expérience que moi
D'abord, je ne crois pas que ce soit une nouveauté. C'est gentil de l'offrir à Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûr que les présidents aient été beaucoup écoutés. Il n'y a pas une dégradation, une décrédibilisation. Mais qui est globale et qui a lieu depuis 10 ans. On a lieu à une défiance qui est maximum. Après, je ne suis pas sûr que ça frappe plus Emmanuel Macron que les autres politiques en général. Pardonnez-moi, mais j'entends pas beaucoup l'opposition, j'entends pas beaucoup les leaders de l'opposition. J'écoutais Éric Woerth, j'écoutais Olivier Faure. Quelle proposition, quelle alternative? Je veux dire, le politique est assez globalement inaudible et les Français sont dans une défiance depuis maintenant 15 ans. Ça n'a rien de nouveau et c'est pas lié aujourd'hui au macronisme. Ce qui est sûr, c'est que le fait de transformer crée de l'angoisse et que le statu quo serait irresponsable. Et pour résorber une partie de cette angoisse, vous demandez à ce qu'il y ait des exemples concrets et des simulateurs officiels qui soient mis en place très vite. Merci Olivia Grégoire. Merci à vous.